Bienvenue à Arrêt sur le monde. L'annexion de la Crimée, la guerre dans le Donbass qui s'est étendue et qui a fait des milliers de morts, les manifestations pro-européennes qui ont été durement réprimées. Les dernières années ont été très difficiles en Ukraine, qui s'apprête à élire son prochain ou sa prochaine chef de l'État. Le 31 mars prochain, le peuple ukrainien se rendra aux urnes. Cette élection se déroulera alors que le pays est plongé dans l'instabilité, et ce, depuis 2014. En effet, la Crimée a proclamé son indépendance et son rattachement à la Russie, tandis qu'une partie de l'Est du pays reste sous l'occupation des forces séparatistes pro-russes. En 5 ans, la guerre entre celles-ci et les forces armées ukrainiennes a fait au moins 13 000 morts. Dans cette présidentielle, le président ukrainien, Petro Porochenko, a devant lui une quarantaine d'adversaires. Mais au total, 3 candidats seulement se démarquent. D'abord, le président sortant, qui doit défendre un bilan assombri notamment par son incapacité à éradiquer la corruption et à mettre fin au conflit dans l'Est du pays. Ses politiques d'austérité sont aussi impopulaires auprès de la population. Pour séduire l'électorat, Porochenko a adopté une approche nationaliste. Ensuite, Yulia Tymoshenko, surnommée la princesse du gaz, devenue figure incontournable de la scène politique ukrainienne. Honnie des uns et admirée des autres, elle a été ministre, première ministre et 2 fois candidate à la présidence. Finalement, Volodymyr Zelensky est le candidat surprise de cette campagne. Acteur de télévision russophone n'ayant aucune expérience politique, il mise sur la méfiance du peuple envers les politiciens traditionnels et sur la volonté de changement. Si aucun candidat ne parvient à atteindre la barre des 50% lors du premier tour, un deuxième tour est prévu le 21 avril. Notre invitée pour faire le point sur la situation, Virginie Lanier, elle est chercheure au Centre d'études et de recherches internationales de l'Université de Montréal, le CERIUM. Elle est également cofondatrice du Réseau québécois d'études post-soviétiques et elle fera partie de la délégation canadienne qui observera l'élection présidentielle en Ukraine. Madame Lanier, bonjour. Bonjour. D'abord, dites-nous, l'Ukraine a fait la manchette depuis 5 ans pour les troubles qu'elle connaît, mais dans quel état le pays se trouve aujourd'hui à la veille de l'élection présidentielle? Oui, il y a une certaine stabilisation si on compare avec 2014 où la guerre, comme vous avez dit, l'annexion de la Crimée est arrivée. Il y avait aussi, on a étendu le conflit dans l'Est. On avait des craintes que ça se propage aussi dans le Sud. Donc, il y avait beaucoup de craintes, d'inquiétudes à ce moment-là, une certaine stabilisation à ce niveau-là. L'économie était carrément en ruine aussi. On sait qu'incertitude politique ne rime jamais bien avec des marchés comptants. Donc, c'était aussi problématique de ce côté-là. Beaucoup d'incertitudes sur tous les aspects. Il y a une certaine stabilisation qui s'est produite depuis, mais il y a plusieurs problèmes de fond qui demeurent. Donc, les bombardements qui faisaient le quotidien des Ukrainiens, notamment dans l'Est du pays, aujourd'hui, c'est chose du passé. Il y a des échanges de tirs qui demeurent, qui continuent à tous les jours, mais c'est sûr qu'on ne parle plus d'un conflit ouvert. Mais c'est loin d'être réglé. Ce que je dis, c'est que c'est stabilisé. Et d'un point de vue économique, est-ce que ces combats-là, ces troubles-là ont laissé des séquelles qui sont encore aujourd'hui très, très, très vives? Bien entendu, parce que aussi, c'est toute une partie qui est à l'est du pays qui ne fait plus de facto partie de l'Ukraine. C'était une partie qui était... l'économie était tournée vers la Russie. Beaucoup d'industries aussi qui étaient liées directement avec la Russie. Et donc, maintenant, l'Ukraine a dû réorienter, restructurer son économie. Donc, ça progresse de façon lentement, bien entendu, parce qu'on ne peut pas, en 5 ans, régler tout ça. Il y a certaines améliorations à ce niveau-là, mais ça reste très lent comme amélioration. Beaucoup des difficultés, ou enfin des crises, appelons ça comme on veut, que l'Ukraine a traversées au cours des dernières années sont souvent liées de près ou de loin au tiraillement en Ukraine entre la Russie et entre l'Occident, entre l'Union européenne, entre l'OTAN, par exemple. Ça, c'est toujours d'actualité encore aujourd'hui. C'est toujours d'actualité, oui et non, parce que ce clivage-là, Est-Ouest, c'est fortement affaibli. Donc, si on parle par rapport aux élections, par exemple, il n'y a aucun des candidats en ce moment qui parle ou qui peut représenter de façon crédible et qui pourrait arriver à avoir un support de la population, la position pro-russe. Faut comprendre qu'environ 15% de la population ukrainienne ne votera pas parce qu'elle est sous occupation ou elle est dans les territoires à l'Est. Et ce pourcentage de la population était avant
auparavant plus pro-russe, si on veut, ou plus vers cette orientation, là, si on simplifie, pro-russe. Donc, c'est sûr qu'il y a une certaine redéfinition de ce clivage-là, mais dans c'est plus la vraiment société, Est-Ouest, là, c'est un peu plus complexe que ça. c'est un peu plus complexe. Dans la société, ça reste qu'il y a une polarisation qui s'est produite depuis 2014, certes, mais au niveau politique, il n'y a pas de candidat ici. Ce serait presque un suicide politique de vraiment dire qu'on va se tourner vers la Russie. Il fait pas bon être pro-russe par les temps qui courent. Non, c'est l'agresseur en ce moment. D'accord. Jusqu'où vous remontez quand on vous demande d'expliquer un peu les racines des problèmes actuels de l'Ukraine? Est-ce qu'on remonte jusqu'à la Révolution orange de 2004 et 2005 ou est-ce qu'on remonte plus loin encore? Ça dépend ce qu'on veut vraiment expliquer. 91, c'est sûr, avec la chute de l'Union soviétique, met en place une certaine élite, en fait une continuité de l'élite, le nomenclatura post-soviétique, qu'on a rejeté en 2004 avec la Révolution orange, le premier départ de Viktor Yanukovych suite aux manifestations de la rue. Ensuite, et Yulia Tymoshenko, qui était l'égérie de la Révolution orange en 2004. Qui était la première ministre de Yushchenko. Oui, qu'elle a été première ministre, pas la seule, du moins. Non. Parce que aussi Yanukovych a été premier ministre sous Yushchenko, faut le rappeler. Et donc, 2004 aussi est nécessaire pour comprendre, surtout avec les mêmes, mais potentiellement les mêmes acteurs là, qu'on l'on voit aujourd'hui et ceux qu'on semble vouloir rejeter aussi par la population. Alors, quelle différence vous faites entre la situation actuelle et celle de 2014 ou même celle de 2004-2005? Parce que dans les trois cas, il y a un sentiment de rejet de la Russie. Oui, sauf qu'en 2004, par exemple, ce clivage-là, il était très profond. Il y avait une division presque moitié-moitié entre les personnes qui soutenaient plus l'orientation pro-russe et celles qui étaient tournées plus vers l'Occident. Les résultats, on peut même à la Révolution orange, quand Yushchenko, on a repris le second tour des élections présidentielles, a obtenu environ 52 %. Il a remporté les élections même après toutes les manifestations dans la rue. En 2014, c'est la même chose. L'Euromaïdan a été très polarisant comme phénomène. Et donc, il y avait à peu près la moitié qui soutenait ces révoltes populaires dans la rue pro-occidentale, l'autre moitié qui était du moins qui le regardait avec beaucoup d'inquiétude. En ce moment, ça s'est redéfini et ça va continuer, la redéfinition devra se continuer dans les années à venir. On parlait tout à l'heure, on disait qu'il ne fait pas bon être pro-russe par les temps qui courent en Ukraine, mais la Russie a quand même un poids important dans le quotidien de l'Ukraine encore aujourd'hui. Oui, encore aujourd'hui, au niveau de la population, on ne peut pas nier du jour au lendemain tous les liens que la population, les liens historiques, les liens culturels, familiaux. On parle environ de 30 % de la population ukrainienne qui continue à avoir de la famille en Russie. Donc, c'est sûr que du jour au lendemain, on ne peut pas effacer ça. Je lisais dernièrement que il y a eu un réchauffement des attitudes des Ukrainiens face à la Russie. On ne parle pas face aux dirigeants russes, bien face aux Russes, à la population. Donc, c'est pas nécessairement parce qu'on veut être pro-occidental qu'on est anti-russe au niveau de la population. Mais bien sûr que l'élite politique ne joue pas sur ce tableau-là. Est-ce qu'il est légitime de craindre que la Russie pourrait tenter de s'ingérer dans l'élection présidentielle? C'est ce que les Ukrainiens, c'est ce que surtout Poroshenko dit. Et il y a des accusations déjà de cyberattaque par rapport à l'élection. Comment prouver encore là, ça reste assez diffus là, au niveau du lien direct. Est-ce que les Russes semblent, oui, impliqués d'une certaine façon? Est-ce que ça provient du Kremlin? Parce que pour l'instant, le jeu de Vladimir Poutine, si on veut simplifier les choses, c'est quand même d'attendre et son candidat qu'il veut moins voir revenir à la présidence est le troisième dans les sondages. Donc, peut-être on est mieux de laisser aller. Le président actuel, le président sortant. Oui, Poroshenko. Absolument. D'ailleurs, est-ce que cette situation-là explique le fait qu'on a disons-le, presque un populiste dans les sondages, en tout cas quelqu'un qui rejette les élites, qui n'a aucune expérience politique, qui n'a aucune famille politique? Il y a un lien avec la situation de l'Ukraine à faire aussi, j'imagine. Oui, tout à fait. Mais je pense que de un, on peut dire que l'Ukraine n'échappe pas à la tendance mondiale où on voit le populisme monter depuis quelques années, donc qui dépend de facteurs plus structurels liés à la mondialisation. Mais aussi, il faut comprendre ça dans le contexte très précis ukrainien, où ce que ça fait plusieurs fois là, qu'on a beaucoup d'attentes de changements, qu'on promet des réformes de fond au niveau de la corruption, au niveau de la réorientation du pays, de l'adhésion à l'OTAN, de l'Union européenne. Et bon, finalement, on est souvent déçus. Alors, c'est sûr que quelqu'un qui arrive complètement nouveau, qui ne représente pas
élite politique-là qu'on voit depuis 20, voire 30 ans au pouvoir, bien, c'est sûr que ça peut plaire. Le soutien de ce candidat-là, Zelensky, provient davantage des jeunes aussi. Donc, c'est beaucoup d'électeurs qui vont voter pour la première fois. Peut-être une base un peu plus volatile à ce moment-là. Mais s'il est élu, quelle sera sa marge de manœuvre et que va-t-il se passer aussi avec les élections parlementaires qui sont prévues à l'automne? Parce que ça aussi, ça pèse fort dans la balance. Oui, tout à fait, parce que le président ukrainien n'est pas le président russe. C'est-à-dire que... Il n'a pas les mêmes pouvoirs. Il n'a pas les mêmes pouvoirs, n'a pas tous les pouvoirs, disons. Il doit composer avec le Parlement, ça c'est certain. Zelensky n'a pas de... En fait, il y a un parti politique qui a été fondé l'année dernière seulement. Et donc, il ne siège pas à la Rada, au Parlement en ce moment ukrainien. Et donc, c'est sûr que, dépendamment de comment les forces vont se reconfigurer dans la Rada après l'élection présidentielle, mais on aura un 6 mois là, de flottement. Et c'est sûr qu'il va avoir les mains liées par, dans le fond, s'il arrive à aller chercher les appuis à ce moment-là. Lui, son jeu, c'est sûr, c'est d'augmenter à l'élection le nombre de députés qui va pouvoir le soutenir pour les 5 prochaines années. Virginie Lanier, chercheure au Cerium, merci d'être venue nous parler de l'Ukraine sur ce plateau aujourd'hui. Merci beaucoup.